Salut et bienvenue sur Mediapart. Nous sommes le jeudi 28 mars 2024. Jamais l'alerte climatique n'a été aussi aiguë et jamais les militants du climat n'ont été aussi réprimés. C'est le constat de Michel Forst. Il est rapporteur spécial des Nations Unies et il a documenté la répression par les États de la désobéissance civile en Europe. Il est l'un de nos invités aujourd'hui. Vous regardez à l'air libre l'émission d'actualité et de débat de Mediapart. Ils et elles manifestent, bloquent des autoroutes et des tarmacs d'aéroports, jettent de la soupe parfois sur les vitres d'œuvres mondialement connues, montent dans des arbres pour éviter en France par exemple la construction de l'autoroute A69. Ils occupent des zones protégées. Les militants du climat ne se battent pas en réalité pour eux, ils se battent surtout pour les écosystèmes et pour une planète durable. Face à l'urgence climatique, ils et elles intensifient leurs actions et Jade, deux d'entre eux, sont avec nous aujourd'hui. Jade Lingard, bien sûr, je te présente du pôle écologie de Mediapart. Oui, Louisa Neubauer, bonjour. Merci beaucoup d'être venue spécialement à Paris pour cette émission de Mediapart. Vous êtes activiste climat et la cofondatrice de Fridays for Future en Allemagne. Vous êtes une voix qui compte en Europe dans le militantisme climat et c'est pour ça qu'on vous a invité. Et également avec nous Tom. Bonjour. Tom, vous êtes artiste, vous vivez dans un village tout près de Poitiers, un village qui est concerné par un projet de méga-bassine. Et il y a un an, vous étiez à Sainte-Soline, le 25 mars 2023, dans une manifestation qui est devenue le théâtre d'affrontements et de violences dont nous allons parler. Et vous êtes également l'auteur du dessin de la couverture d'un livre fort intéressant qui vient de sortir, qui s'appelle « Avoir 20 ans à Sainte-Soline ». Alors Jade, alors que l'alerte climatique est chaque jour plus pressante, je l'ai dit, les militants comme Louisa, comme Tom et des milliers d'autres en réalité sont de plus en plus réprimés par les États. C'est le constat que vous faites, Michel Forst, dans un rapport que vous avez publié récemment. Alors deux mots quand même pour vous présenter. Vous êtes un militant des droits de l'homme, vous avez été directeur exécutif d'ONG françaises, secrétaire général en France de la Commission consultative des droits de l'homme, puis vous êtes devenu reporter spécial des Nations Unies pour les défenseurs des droits humains et vous êtes depuis 2 ans le premier rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement, donc sur cette question particulière. Et ce rapport, il date de début février. C'est un rapport sur la répression par l'État, par les États en réalité, des manifestations et de la désobéissance civile environnementale qui se concentre sur l'espace européen, on en reviendra, mais qui dresse un tableau inquiétant. Alors, un des exemples récents, bien sûr, de cette répression en France, c'est Sainte-Soline, on en a parlé, c'était il y a un an tout juste, le 25 mars 2023, des milliers de manifestants se rendent dans les Deux-Sèvres pour empêcher la construction de grandes retenues d'eau, les méga-bassines. Cette manifestation, elle est au départ pacifique, elle est très sévèrement réprimée, un déluge de feu, plus de 5000 grenades lacrymogènes, mais aussi des grenades très dangereuses qu'on appelle les GM2L. Avec ce jour-là, un nombre de blessés considérable, 200 blessés, des blessures gravissimes pour certains. Et comme on l'avait documenté à l'époque, Jade, bien sûr, les secours empêchaient de faire leur travail. Michel Forst, très vite, la version donnée ce jour-là par les autorités a été contestée, notamment sur l'origine des premiers tirs. Il y a dû donc très vite une forme de bataille des récits entre les militants et le gouvernement français, qui a dépeint ces militants comme responsables des violences. Est-ce que c'est ce genre d'événement, notamment, qui vous a donné envie d'écrire ce rapport ? Alors on va dire que c'est en partie ce type d'événement, mais encore une fois, moi j'étais pas sur place au moment-là, j'ai commenté les images que j'ai vues à la télévision en disant que la réponse de la police me paraissait disproportionnée par rapport à la réalité de l'événement et de l'information reçue. Mais le rapport, en fait, il a une autre origine, très brièvement en fait. Ayant été nommé, comme vous l'avez rappelé récemment, dans un nouveau mandat aux Nations Unies, ce que je fais habituellement, c'est d'abord d'aller sur le terrain, écouter les militants, me dire ce dont ils ont envie et besoin pour être protégés. Et donc j'ai commencé à faire un tour en Europe, j'ai visité plus d'une vingtaine de pays en Europe, Union européenne, mais également aussi extra-Union européenne, pour rencontrer les États d'abord, pour préciser ce qu'est ce mandat, chercher le soutien des États, et rencontrer les militants. Et j'étais frappé de voir que dans tous les pays, les premiers militants qui venaient vers moi, militants environnementaux, étaient en fait des jeunes militants du climat, qui
qui utilisent effectivement des méthodes non conventionnelles, on va dire, notamment la désobéissance civile, pour protester contre l'inaction des États à mettre en œuvre des accords, au fond, qui ont été adoptés à Paris en 2015, les accords de Paris, et qui, devant l'urgence de l'événement, décident que les partis traditionnels, le vote, ce n'est pas suffisant, il faut aller au-delà, c'est maintenant, c'est notre futur qui est en jeu, et donc on utilise des méthodes que vous avez décrites, qui sont classiques de ce qu'on appelle la désobéissance civile. Et le rapport, en fait, était là pour dresser un panorama, d'abord dans les pays européens. C'est une première étape, avec l'idée ensuite de développer ce qu'on appelle en anglais un guidance tool, donc un outil permettant de guider les États sur la véritable manière de répondre aux besoins des militants, c'est-à-dire de respecter le droit international des droits de l'homme, qui clairement protège le droit de manifester. Et de les rappeler à leurs obligations, puisqu'on rappelle évidemment que votre mandat, lui, se place sous une convention qui, on y reviendra en détail tout à l'heure, mais qui doit être respectée par les États. Tout à fait, donc c'est les obligations des États de respecter le droit international, y compris cette convention, parmi d'autres, qui est une convention d'application obligatoire. Tom, vous étiez à Sainte-Soline, on l'a dit, un an après cette violence qu'on a vue, qu'on a revue, j'imagine qu'elle reste très présente dans l'esprit, dans le corps. Elle est toujours très vive, oui. On garde des traces de la violence, même un an après. Des traces qui sont physiques, parce qu'il y a quand même eu 200 blessés, dont certains de mes camarades parmi eux. Mais des traces aussi psychologiques, des traumas qui ressurgissent un peu régulièrement quand on s'y attend pas dans la vie de tous les jours. Et donc là, ça fait un an qu'on est 20, voire 30 000 personnes à devoir gérer ces violences qui nous ont été faites tant au niveau physique qu'au niveau psychologique. Jade. Lors de la manifestation de Sainte-Soline, le 25 mars 2023, quand vous vous êtes retrouvés sur ce champ face à ces rangées de gendarmes qui défendaient donc le fortin de la méga-bassine de Sainte-Soline, est-ce que vous avez eu le sentiment d'être traité en ennemi par les gendarmes ? Alors oui, complètement. On n'était même pas encore arrivé à 100 mètres de la bassine que déjà ça tirait, que déjà des cortèges étaient encerclés par des quads tirant depuis des LBD, enfin des LBD depuis des quads. En fait, on était complètement choqués de voir ce spectacle en fait se dérouler devant nos yeux, de voir aussi des personnes qui font partie de notre communauté en fait, qui vivent dans nos villages, qui vivent dans nos villes, se faire tirer dessus sous nos yeux. Moi, j'ai eu la chance d'arriver avec le dernier cortège sur place. Et donc d'arriver déjà face à la bassine et des personnes qui crient médic dans tous les sens, des personnes qui saignent, des gens qui courent et qui sont complètement désorientés. Voilà, on vit avec ce souvenir, mais en fait ce souvenir aussi actuellement il crée quelque chose de beau malgré tout, qui est en fait un sentiment de communauté parce que en fait on a été très nombreux à vivre ce moment-là et on se retrouve entre nous maintenant et on essaie de guérir un peu ensemble par des moments de récit collectif où on partage ce qu'on a vécu. On essaie de mettre en forme notre propre narration, après s'être fait un peu rouler dessus médiatiquement dans les récits et qu'on se retrouvait pas du tout en fait dans les récits qui étaient tenus par les médias traditionnels. Et cet ouvrage, il fait partie de ça en fait. Il essaie de constituer un contre-récit, un récit alternatif à cette journée on arrive à se retrouver finalement dans les témoignages qu'on lit dans ce livre. Une des choses qui est très frappante dans cet ouvrage, c'est que, en effet, il y a beaucoup question de blessures psychologiques. Et c'est vrai que l'année dernière, à Mediapart, mais dans d'autres médias, on a beaucoup suivi le cas des blessés physiques graves, parce que la situation de certains d'entre eux certaines étaient dramatiques, du fait de coma, du fait de blessures irréversibles. Mais on a moins parlé du traumatisme, des blessures psychologiques. Et dans ce livre, il est question à plusieurs reprises de personnes qui racontent à quel point elles ont perdu en estime d'elles-mêmes, culpabilisées, s'en sont voulues d'avoir été là. Je crois que dans votre cas, vos parents étaient également présents dans la manifestation. Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui habite votre relation avec vos parents, et avez-vous déjà eu peur pour eux en fait lors de la manifestation ? Alors oui, moi j'ai le témoignage de ma mère qui m'a particulièrement ému, parce que ma mère c'est une personne qui a toujours essayé de guérir les gens, de les soigner, elle a une profession médicale, et en fait elle s'est retrouvée à Sainte-Soline au milieu de ce champ de bataille, à voir les amis du village avec qui elle était venue se faire tirer dessus, et dont un ami qui en fait a reçu un éclat de grenade de 2 cm dans l'os du tibia, et qu'elle n'a pas pu sauver.
qu'elle n'a pas pu aider à ce moment-là, qu'elle n'a pas pu amener à l'ambulance, parce que déjà les ambulances ne venaient pas, mais aussi parce que en fait, il s'agissait d'une médecine qu'elle n'avait jamais appris. Une médecine de guerre. Louisa Neubauer, est-ce que le récit que fait Tom, vous avez évidemment vu ce qui s'est passé à Sainte-Soline il y a 1 an, est-ce que ça fait écho à des situations que vous avez vécues en Allemagne récemment, d'une façon ou d'une autre? Michel Forst, on est là pour parler de ça aujourd'hui, il nous disait que il s'inquiète de la généralisation de violences et d'autres choses au niveau européen. À quoi ça fait écho, vous, par rapport à notre grand pays européen qu'est l'Allemagne? Oui, bien sûr. Il y a eu tous ces moments singuliers, comme celui que vous venez de décrire en France. Et en Allemagne, on se souvient de cette grande manifestation à Lützerath, sur le site d'une mine de charbon. Les images ont résonné dans toute l'Europe. Des milliers d'entre nous manifestaient contre l'expulsion d'un village entier et contre l'extension du site de cette mine de charbon. Ça se passait en Allemagne en 2023. Nous avons observé qu'il y avait une volonté délibérée de nous désigner comme des criminels. Pas seulement nous, les jeunes activistes du climat, mais aussi nos amis, nos familles, et ma mère aussi qui était présente ce jour-là. Nos amis et nos familles nous avaient rejoints depuis tout le pays. Ils avaient pris le train ensemble pour participer à la manifestation parce qu'ils considéraient que c'était leur devoir de citoyens d'être présents sur le site. Il y avait des personnes âgées, des agriculteurs, des musiciens. C'était vraiment une démonstration très variée. Néanmoins, la façon dont nous avons été traités, et particulièrement les militants présents depuis longtemps sur le site, ça montre la création d'un récit préétabli. Ce seraient nous, les activistes, qui serions des radicaux ou des criminels. Alors que ce qui est flagrant, c'est que les criminels, dans ce cas précis, ce sont les compagnies minières qui détruisent nos écosystèmes, qui mentent à propos des études scientifiques sur le climat et qui manipulent l'opinion publique. Ce que vous venez de décrire, cette confusion qui nous envahit sur la légitimité de notre combat, c'est très profond. Les gens ont tendance à oublier qu'à la base, nous ne désirons pas être des militants. Nous n'avions pas prévu ça. On ne se lève pas le matin en se disant « Hey, et si on défiait le gouvernement en place ?» Notre choix de devenir des activistes, d'aller manifester, c'est une décision plutôt triste en réalité. Dans une démocratie, on ne devrait pas en arriver là. Se retrouver à aller manifester pour ces questions, c'est déjà un problème. Et on y va quand même, on résiste, on lutte, on construit de grandes coalitions, on rassemble des gens. Tout ça pour qu'on nous traite comme des criminels ou des extrémistes. Ça n'abîme pas seulement la cause qu'on défend à ce moment-là, ça abîme la relation entre un État et sa population. Ça abîme notre confiance dans la démocratie. Justement, Michel Forst, le témoignage de Tom, le témoignage de Louisa, dans 2 pays différents, à vous lire ce rapport, alors tout le monde peut le lire, j'encourage tout le monde à le lire, il est relativement court, il fait 25 pages. Ce que vous montrez au fond, quand on a trouvé tous les exemples, c'est qu'il y a non seulement de la répression, mais finalement un véritable choix de la répression, qui est un choix politique, d'autres choix pourraient être faits. À quoi ça vous fait penser justement ces récits-là qu'on a eus? Oui, donc ce que j'entends aujourd'hui, c'est des choses que j'ai entendues d'autres militants dans tous les pays européens, et en dehors de l'Europe également. Donc, et la première des remarques qui me vient, c'est la responsabilité du politique, la responsabilité des politiques, qui effectivement traitent ces jeunes militants d'éco-terroristes, alors que nos États sont frappés, et on le voit encore à l'heure actuelle. Notamment un mot utilisé par Gérald Darmanin en France. Voilà, donc de véritables terroristes, donc comparer des militants non violents qui vont simplement manifester pour demander au gouvernement d'en faire plus pour mettre en œuvre les accords de Paris à des terroristes, c'est quelque chose qui en fait semble invraisemblable. Et puis on a des mots comme talibans verts, on oublie en fait qui sont les talibans, des Khmers verts, et des gens comme moi qui ont connu le génocide au Cambodge, voilà, les Khmers c'est autre chose. Donc cette parole publique en fait qui stigmatise, non seulement elle stigmatise les militants eux-mêmes, mais elle stigmatise la cause pour laquelle ils s'engagent, et par conséquent il y a une responsabilité également dans la manière dont la population perçoit ces militants.
si on les traite de terroristes, ils sont perçus comme des terroristes. Et il serait donc normal qu'on applique des lois antiterroristes pour les réprimer. Et donc cette parole publique... Ce qui se passe d'ailleurs dans certains pays, vous le montrez. Ce qui se passe dans beaucoup de pays européens, et c'est une chose qui est assez triste. Un deuxième mot également sur le suivi et sur la parole publique. Là, j'en veux un peu, pardonnez-moi, aux médias. Les médias, en fait, à grand tirage, en fait, qui relaient ces informations, qui, dans des titres, relaient écoterroristes, dangereux, criminels, inconscients, etc., et qui, en fait, ne prennent pas le temps d'expliquer. Et je crois qu'il y a un rôle important que vous faites aujourd'hui, qui est de décrypter l'événement, c'est-à-dire, en fait, de l'expliquer et pas montrer uniquement la répression, l'acte lui-même, mais les raisons qui motivent les militants à sortir dans la rue. On montre souvent, en Allemagne, par exemple, des jeunes militants qui bloquent la route. On voit les policiers qui les sortent en utilisant des prises très violentes. On voit les chauffeurs descendre de leur voiture pour les jeter en dehors de la route. Et c'est tout ce qu'on montre. Jamais la parole est donnée aux militants qui expliquent pourquoi ils font ça. Et ça me paraît aussi une responsabilité importante de la part du politique et de la part des médias également. Qu'est-ce que vous appelez précisément la répression par les États? Parce que souvent, c'est un terme qui vient aussi dans le débat public de la part de militants qui disent une répression s'exerce contre nous. Donc très précisément, qu'est-ce que vous pointez? Parce que ça va de la désignation de militants comme éco-terroristes à des violences, mais aussi l'interdiction parfois préemptive en amont des manifestations. Donc c'est un large panel là que vous décrivez. Donc qu'est-ce que vous ciblez particulièrement? Alors en fait, ce que j'essaie de décrire dans le rapport, c'est d'abord une espèce de chaîne de logique implacable qui va vers la répression des militants en fait. Cette parole publique qui stigmatise les militants, elle est immédiatement ou rapidement suivie de mesures législatives ou réglementaires en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, au Portugal. Et donc on a un arsenal de mesures nouvelles, de législations nouvelles, de décrets parfois locaux qui viennent en fait amplifier la menace qui pèse sur les militants du climat. Et ensuite, il est normal, on va dire, que dans ces pays-là, la police en fait se comporte mal, puisqu'en fait elle a affaire à de dangereux criminels, et donc elle les arrête, elle les maltraite. Donc la police joue un rôle également, on le montre dans le rapport. Lorsqu'ils sont incarcérés dans les cellules de détention préventive, on voit également la violence policière s'exercer, donc avec des fouilles à nu, des récits en Espagne, au Portugal ou au Danemark de femmes qui me racontent qu'elles ont été séparées de leurs collègues masculins. Les femmes ont été obligées de se mettre nues devant des policiers hommes, de se baisser en avant pour montrer qu'elles n'avaient rien caché. Donc une humiliation en fait de la part des forces de l'ordre qui est inacceptable. Et ensuite, on arrive à la justice. Et donc là, encore une fois, on y reviendra tout à l'heure, la répression par le système judiciaire est telle que le juge ne prend pas le temps d'écouter réellement la parole des militants. Et ça va à un tel point que, par exemple, en Grande-Bretagne, un juge a condamné 2 fois un militant et son avocat pour avoir prononcé le mot climat. C'est-à-dire on ne laisse même pas aux militants l'occasion d'expliquer pourquoi ils ont décidé délibérément d'enfreindre la loi, d'affronter la justice pour une cause qu'ils estiment juste. Et donc le fait qu'un juge interdise à un militant, à son avocat, d'expliquer les raisons pour lesquelles c'est quelque chose qui semble impossible à imaginer dans une démocratie comme la Grande-Bretagne. Et ma crainte, c'est qu'effectivement, on voit ces méthodes policières, ces législations, ces décrets se copier de pays à pays, et on voit cette espèce de mouvement qui traverse l'Europe, de répression, qui pour moi montre un véritable péril pour la démocratie et les droits humains. C'est le titre du rapport. D'ailleurs, je vous donne la parole, Louisa, juste après, mais en Grande-Bretagne, vous citez des cas qui vous inquiètent particulièrement. D'ailleurs, vous avez fait un petit rapport séparé sur le Royaume-Uni. Par exemple, le cas d'un manifestant pacifique pour le climat, Stephen Gingle, qui a participé, comme les autres activistes de Just for Oil, à ce genre de marche lente dans les rues des villes. Et il a marché lentement dans la rue, il a été condamné à 6 mois de prison. Et il y a eu aussi le cas de militants qui sont montés sur un pont, qui ont bloqué de fait la circulation parce que ça a tout perturbé. Et ils ont été condamnés à 3 ans de prison pour avoir bloqué ce pont. Est-ce que ça, c'est on posera aussi après la question à vous deux bien sûr, mais est-ce que c'est des exceptions, ou est-ce que vous dites finalement tout le monde se copiant les uns les autres, ça risque de devenir la règle? Voilà, c'est des mesures extrêmes qu'on voit. Donc la Grande-Bretagne, c'est le pire exemple à l'heure actuelle de la répression. Le pire exemple okay. De ce qu'on peut constater sur la répression des militants du climat. C'est la raison pour laquelle, après 2 jours passés en Grande-Bretagne, j'ai décidé, chose unique, de publier immédiatement un communiqué sur la Grande-Bretagne pour attirer l'attention des autorités sur le fait que vraiment il y a un sujet de préoccupation. Quelle a été la réponse? Écoutez, ils m'ont invité à les rencontrer, donc je dois retourner en Grande-Bretagne, aller plus
loin pour évoquer des cas individuels. Donc une réponse en fait à la hauteur de l'événement pour le moment. J'attends en fait des réponses concrètes sur le changement de pratique. Mais effectivement, ma crainte, c'est que ce qu'on voit en Grande-Bretagne, ça soit copié par d'autres pays. En France, à l'heure actuelle, les peines sont relativement modestes, donc c'est des jours amendes, parfois des travaux d'intérêt général. En Allemagne, on a d'autres mesures que va nous décrire notre invité d'aujourd'hui. Mais ma crainte, c'est effectivement de voir en fait ce système se copier-coller ailleurs. Et donc, on est en Europe un vaste mouvement de répression contre les militants du climat. On expliquera après les raisons qui motivent cette répression, me semble-t-il. Louisa, ce que vous constatez, vous, en Allemagne? On a quand même vu, d'ailleurs, c'est cité dans le rapport de Michel Forst, des marches pour le climat en gros, interdites dans certaines villes allemandes, notamment du mouvement Letzte Generation. Il y a aussi une loi maintenant qui ordonne, je crois en Bavière, la détention préventive des militants, mais aussi des militants climat pendant 30 jours. Est-ce que vous avez les mêmes craintes que Michel Forst? Absolument. Ce à quoi on assiste, c'est une modification importante du cadre. Ça n'a pas toujours été comme ça. Nous n'avons pas toujours été criminalisés parce qu'on est militant. Particulièrement quand nous avons lancé la première vague de manifestations d'ampleur en Allemagne en 2019. À un moment, nous étions presque 1,5 million de personnes dans les rues pour exiger une justice climatique. Et nous étions applaudis pour cela. Et la police coopérait avec nous. Donc quand nous avons commencé ce mouvement, personne ne nous considérait comme des ennemis. Nous assistons par conséquent à une modification de ces rapports. Et donc, comme le disait Michel Forst, c'est dangereux et inquiétant. Je crois qu'il est nécessaire de préciser qu'il existe ces moments importants de grandes manifestations et de rassemblements dont nous parlions précédemment, où les forces de l'ordre interviennent. D'un point de vue extérieur, on peut s'entendre dire « c'était une manifestation difficile, mais c'est le jeu, donc séchez vos larmes ». Mais en réalité, les violences-là en manifestation, les gaz lacrymogènes, il ne s'agit que d'une seule modalité par laquelle la répression policière s'exprime. Et il convient d'approfondir et de reconnaître les différents niveaux de répression des activistes. En Allemagne, on assiste à des modifications législatives et structurelles pour restreindre le droit de manifester et faciliter les arrestations des activistes. Vous mentionniez les incarcérations préventives. Ça veut dire qu'en Allemagne, si vous prévoyez de manifester contre les injustices climatiques, le fait même de prévoir peut, dans le pire des cas, vous envoyer en prison pendant 30 jours. Et cette loi est actuellement appliquée. On assiste également à une modification du langage, de la façon dont le personnel politique parle de nous et nous désigne comme des extrémistes de gauche, des ennemis de l'État. Ça modifie le récit collectif qui s'articule autour de nos idées. Enfin, on observe que cette répression ne cible pas seulement des militants, mais également celles et ceux qui les soutiennent. En Allemagne, il y a eu des attaques contre des personnes qui ne manifestaient même pas, mais qui imprimaient des tracts pour notre mouvement. L'imprimerie qui s'occupait de produire nos tracts a fait l'objet d'une perquisition par les forces de l'ordre, parce qu'elle ferait partie d'une potentielle organisation criminelle. Cela change profondément l'opinion publique vis-à-vis du mouvement pour le climat. Les gens qui soutenaient le mouvement, par exemple, en donnant de l'argent, se demandent maintenant s'ils peuvent être ciblés par la police pour soutien à une organisation criminelle. Ce n'est donc pas seulement que nous rencontrons des problèmes de cet ordre en tant qu'activistes pour le climat. Cette répression et la façon dont elle s'organise sème les graines d'un retournement de la société contre elle-même. Ça change profondément la compréhension de l'opinion, de ce qu'est une manifestation et de ce à quoi elle sert. Cela modifie également notre conception de la démocratie. La France ou l'Allemagne, qui s'érigent en système démocratique, reconnaissaient le droit de manifester comme un organe vital de ces systèmes. Désormais, et de manière exponentielle, nos gouvernements dépeignent les manifestations comme un danger catégorique pour la vie démocratique. Tom, ce que nous décrit Louisa Neubauer, là, c'est finalement une forme de la façon dont dans la société aussi, finalement, pas juste par les violences, les activistes sont d'une certaine façon décrédibilisés. Est-ce que ça fait écho à votre expérience aussi collective? Moi, je me reconnais totalement dans ce qu'est en train de décrire Louisa. Moi, j'appartiens au monde de la culture, et en fait, le monde de la culture est aussi touché par la répression contre l'engagement climatique.
Parce que, par exemple, la loi séparatisme a mis en place le contrat d'engagement républicain. Et ce contrat d'engagement républicain, il est signé par l'ensemble des personnes, enfin des collectifs, des associations qui demandent des subventions publiques, comme des compagnies de théâtre, comme des associations. On a l'exemple à Poitiers, dans ma région, d'Alternativa, qui s'est fait couper des subventions, enfin qui a, le préfet a voulu les couper. Sur Mediapart, c'était très bien documenté, effectivement. Et là encore... et finalement, d'ailleurs, la justice n'a pas été aussi loin que... C'est ça, parce qu'en fait, le contrat d'engagement républicain, c'est très très flou, et donc on peut l'utiliser exactement comme on veut. Et cette compagnie de théâtre, par exemple, qui avait fait une petite mise en scène autour des méga-bassines, s'est vu couper les financements qui, pourtant, permettaient à la compagnie de subvenir à ses besoins. Et donc, on voit que comme ça, peu importe si on est activiste, peu importe si on va contre la bassine et qu'on est vraiment... appelés radicaux dans nos moyens d'action, il suffit de mettre en place une pièce de théâtre qui parle des méga-bassines pour se voir couper des subventions. Donc on voit que c'est toute une société, en fait, comme tu dis, climate friendly, qui est visée. On va revenir aux raisons dont parlait Michel Forst tout à l'heure, c'est très important évidemment, mais Jade, il y a aussi d'autres exemples que d'ailleurs toi et avec d'autres journalistes à Mediapart vous avez documenté, c'est la surveillance, l'espionnage. Voilà, parce que Michel Forst, c'est un des éléments également que vous abordez dans votre rapport, le fait que dans ces techniques répressives que vous documentez, on trouve des opérations de surveillance et d'espionnage, donc des termes qui semblent un peu sortis de films de cinéma, mais qui en fait semblent se généraliser. Est-ce que de la part des États sur des militants écologistes ou défenseurs du climat, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de ces techniques de surveillance mises en place par les gouvernements ? Oui, alors on sait qu'à l'heure actuelle, on est déjà beaucoup surveillé, en fait, nos téléphones, nos ordinateurs. Je ne veux pas être paranoïaque en disant ça, mais on sait qu'il y a une surveillance, ne serait-ce que par l'utilisation des médias sociaux que les uns et les autres on utilise, et on sait qu'ils sont tracés, pistés, et qu'on nous observe. Mais ce qui m'a frappé, c'est d'entendre les militants me raconter des récits, me montrant des preuves manifestes de la surveillance dont ils étaient l'objet. Un exemple parmi d'autres, j'étais au Danemark, rencontrant des militants du climat qui m'ont demandé, ainsi qu'à tout le monde, de ne pas entrer dans la pièce avec mon téléphone et avec mon ordinateur. Et donc c'est la première fois, j'ai été pendant très longtemps aux Nations Unies, c'est la première fois dans toutes les missions que j'ai faites, et c'est au Danemark qu'on me demande d'entrer dans une pièce en laissant mon téléphone à la porte et mon ordinateur, parce que beaucoup pensaient, ils disaient qu'ils en étaient certains que leur téléphone était surveillé. Louisa acquiesce pendant que vous parlez, donc ça ne l'étonne pas. Je pense qu'on aura des témoignages qui viendront d'Allemagne. Et donc les témoignages qui sont dans ce rapport, simplement c'est pour étayer donc, des indices d'une surveillance généralisée. Et comme on sait que les sociétés de sécurité privées se parlent entre elles, que les polices se parlent entre elles, ma crainte, c'est qu'encore une fois, en fait, on ait un système qui progressivement s'élargisse de plus en plus et qu'on ait une vaste surveillance d'abord européenne et ensuite peut-être plus loin, des militants du climat qui sont spécifiquement visés à l'heure actuelle par les États pour des raisons très, très, très précises et qui commencent à être bien documentées. Parce qu'une des questions qu'amène en conséquence la question de la surveillance, c'est celle d'éventuels fichages. Et éventuellement partage de fichiers et partage de données entre pays, par exemple au sein de l'Union européenne. Tout à fait, parce que au fond, la surveillance, c'est pas uniquement surveiller les personnes, c'est recueillir de l'information qui permette éventuellement aux États, aux forces de sécurité, d'anticiper un événement grave qui va se produire, comme par exemple prévoir un attentat terroriste, comme c'est à l'heure actuelle fait. Donc cette surveillance a aussi un objet qui est de recueillir de l'information et donc indirectement ou directement de fichiers. Je n'ai pas d'informations là-dessus, mais sans doute qu'effectivement les militants sont clairement identifiés comme étant de dangereux criminels. Et comme on l'a vu en Allemagne, dans d'autres pays, certains militants sont même, alors qu'ils ne prévoient même pas de manifester, sont préventivement arrêtés parce que leur passé montre qu'ils pourraient être tentés d'aller manifester contre un projet de destruction de l'environnement. Et donc par mesure de prévention, parce qu'on les connaît, parce qu'on les a fichés, on va les empêcher d'aller dans une ville, on les oblige à rester chez eux. Dans certains pays, on a des bracelets électroniques pendant des années entières, comme en Grande-Bretagne, qui en fait empêchent les militants de quitter certaines zones, interdiction d'aller également dans certaines villes. Donc on voit cette surveillance effectivement qui est un outil massif, potentiel de répression contre les militants du climat. Voilà, et votre rapport, il parle de nombreux cas, vraiment c'est très concret. En Espagne, par exemple, la façon dont des membres de certaines organisations ont fait l'objet d'une enquête pour appartenance présumée à une organisation criminelle. Italie, une loi
contre l'éco-vandalisme voilà. qui a été voté par le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni, qui rejoint finalement ce qu'on a entendu sur l'éco-terrorisme. Pour en venir à un point, parce que ceux qui nous regardent et qui justement, on a parlé des récits médiatiques, peuvent se dire, oui mais attendez, la violence est inacceptable. Et justement, c'est le cœur de la discussion. C'est-à-dire que il y a une grande confusion dans le débat public entre la notion de désobéissance civile, donc dites-nous ce que c'est, et la question des violences. Vous expliquez, finalement, dites-nous la définition de la désobéissance civile. Finalement, on peut s'en prendre à, oui, on peut s'en prendre à des biens, oui, on peut ne pas respecter la loi, et c'est pour autant, voilà, s'inscrire dans un cadre démocratique. C'est peut-être une idée que des gens ont du mal à comprendre. Donc, expliquez-nous vraiment de quoi on parle quand on parle de désobéissance civile et de ce que vous défendez, et puis quelle est la ligne, finalement, qui pour vous devient, voilà, problématique et violente. Oui, tout à fait. Donc, on a aux Nations Unies, en tout cas dans le mandat que j'occupe, et c'était le cas par le passé, une appréhension claire de ce qu'est la désobéissance civile. Ça répond en fait à 4 critères. En fait, hein. C'est une décision par des militants ou un groupe de militants de délibérément transgresser la loi, une loi n'importe laquelle. Deuxième élément, de le faire publiquement, pas dans son arrière-cour, pour montrer effectivement que c'est un geste public destiné à attirer l'attention sur une politique publique, une loi qui est manifestement injuste. Troisième critère. Quatrième critère, de le faire sans violence. Et la violence, elle est clairement définie aux Nations Unies comme étant la violence contre les personnes. Un cocktail Molotov, une pierre jetée sur la police ou sur qui que ce soit, c'est de la violence. Ces personnes-là sont exclues de la protection de mon mandat et des Nations Unies, en fait. Hein. C'est une violence délibérée contre les personnes. Par contre, il n'existe pas de définition, même dans le code pénal, de violence contre les biens. Donc, et effectivement, pour moi, clairement, donc, quand un militant va, par exemple, couper un cadenas pour rentrer dans un champ pour faucher 10 mètres carrés de culture transgénique, c'est de la désobéissance civile. Il transgresse la loi, il n'y a pas de violence, il y a une atteinte au bien, certes, c'est une infraction à la loi qui peut être réprimée. Autre exemple, en fait, quand on va, dans le cas des méga-bassines, des militants vont pacifiquement démonter, donc désarmer, on emploie le terme de désarmer, une vanne. Sur notamment des soulèvements de la terre. Voilà, on désarme, on démonte on l'apporte à la préfecture pour protester. Ça n'est pas de la violence. Effectivement, c'est un geste qui est certainement illégal et qui n'est pas illégitime. Or, c'est décrit souvent comme de la violence. Exactement, tout à fait. Et donc là, il y a une confusion qui règne sur cette notion de violence. Et un dernier point peut-être pour rappeler que le droit international des droits de l'homme protège la désobéissance civile. Donc les 4 critères que je viens d'énoncer sont protégés par le droit international et les États ont une obligation d'appliquer ce droit international. Mais pourtant, une grande partie d'entre eux sont d'ores et déjà aujourd'hui criminalisés. Tout à fait. Et donc l'une des inquiétudes que j'ai, et donc c'est pour ça que je voyage beaucoup dans les pays européens, c'est pour rappeler aux États qu'ils ont une obligation de respecter le droit international qui protège la liberté de manifestation et qui protège aussi la désobéissance civile, qui est une forme protégée de la liberté de manifester. Et malheureusement, les polices, le système judiciaire a du mal à comprendre l'argument, et on applique la loi nationale sans s'interroger sur le fait qu'un État a une obligation internationale de respecter le droit international des droits de l'homme, qui est une obligation supérieure au droit national, et le droit national ne doit pas être inférieur au droit international. Chad. Louisa Neubauer, est-ce que le fait qu'aujourd'hui, dans les pays dont on parle, c'est-à-dire des régimes démocratiques, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, etc., est-ce que le fait que dans ces pays, les lois permettent la destruction des écosystèmes, permettent la pollution des rivières, la pollution de l'air, la destruction des forêts, est-ce que ce fait-là rend aujourd'hui nécessaire la désobéissance vis-à-vis de ces lois pour défendre les milieux de vie? Oui, définitivement, de plus en plus. Nous utilisons tous les outils à notre disposition, nous appliquons beaucoup de méthodes différentes. Mais nous n'avons pas la solution parfaite pour obtenir la justice climatique. Nous ne savons même pas comment nous en approcher. Ça n'aurait pas de sens de ne choisir qu'une seule direction, la manifestation, l'action directe ou la réflexion collective. Il existe tout un spectre de propositions dont nous nous saisissons.
J'envisage ça comme un travail collectif où on peut se reposer mutuellement sur les forces des uns et des autres. Il y a les collectifs d'artistes, des groupes plus radicaux, des groupes moins radicaux, différents angles et différentes approches. C'est un mélange de variations militantes qui utilisent des méthodes distinctes pour se saisir du sujet. Mais ce à quoi on assiste, c'est que quelle que soit la méthode qu'on choisit, désormais, même si on se contente de signer une pétition, de donner de l'argent en soutien aux gentils mouvements pour le climat, on est désormais scruté par ce système répressif. Quelle que soit la méthode qu'on choisit, on devient un sujet susceptible d'être inquiété. Je pense que c'est très important de rappeler ça. Il faut bien comprendre cet enjeu parce que ce serait trop facile de détourner nos regards de la situation en pensant qu'il ne s'agit que d'un problème qui concerne les activistes du climat. On pourrait se dire, ils n'ont qu'à protester pacifiquement. Mais la façon dont les gouvernements et les États traitent les militants pour le climat à travers tout le continent démontre en profondeur les relations qu'entretiennent ces États vis-à-vis de leur population. Et ça va bien plus loin que les questions climatiques. Nous sommes juste un miroir de la défiance des gouvernements envers leur population. Nous sommes juste une projection de la façon dont la société et les médias prennent en charge les récits qui traversent l'actualité, et la façon dont on y adhère ou dont on les rejette. Comment l'on devient sceptique les uns avec les autres. Même celles et ceux qui n'ont jamais, ne serait-ce qu'imaginé manifester de leur vie, ont un intérêt à défendre le droit à manifester librement, à défendre la désobéissance civile. C'est comme pour la liberté de la presse. Vous n'achetez jamais les journaux, vous ne les lisez pas, mais vous avez un intérêt à défendre la liberté de la presse. C'est la même chose pour le droit de manifester librement et en sécurité, même si vous ne descendez jamais dans la rue. C'est une conversation qu'on se doit d'avoir ensemble. Il ne s'agit pas de notre problème spécifique de militants qui prônons la désobéissance civile. C'est un enjeu collectif crucial que rencontrent toutes les démocraties. D'autant plus que nous sommes ici dans un espace privilégié. Nous n'avons même pas commencé à évoquer les situations auxquelles sont confrontés les militants partout sur la planète, et particulièrement celles et ceux qui vivent dans des régimes non démocratiques. Là-dessus, Michel Forst, je vous ai vu pas mal réagir, donc peut-être... Non, j'étais entièrement d'accord avec ce qui a été dit, ce que Louisa a dit, et simplement rappeler que l'une des premières recommandations de mon rapport, en fait, elle est très simple. Si les militants décident d'utiliser ces méthodes non violentes, c'est parce qu'ils ne sont pas entendus. Et la première des recommandations de ce rapport, c'est d'abord aux États de mettre en œuvre les recommandations des accords de Paris. Et donc d'aller plus vite, plus rapidement dans la mise en œuvre des accords de Paris. Jusque vous, j'ai une question justement pour ça. Pour vous, est-ce que pour vous, c'est parce que justement, soit ils n'arrivent pas, soit ils ne veulent pas, soit les contradictions qui naissent de la question de cette crise écologique sont trop énormes pour les fractures, les divisions potentielles qu'elle crée dans la société, que les gouvernements agissent de cette façon-là, répriment de plus en plus. Comment vous voyez les choses ? Alors, ce qui est manifeste, c'est qu'on voit les États condamner, les Pays-Bas, la Belgique, la France, à plusieurs reprises, pour une action climatique à des sommes extrêmement importantes. On voit la justice internationale maintenant s'intéresser au sujet et les pays être condamnés. On a près de 3000 plaintes à l'heure actuelle qui sont des plaintes pour une action climatique dans le monde. On a la Cour européenne des droits de l'homme qui traite en ce moment une affaire extrêmement importante de jeunes militants qui vont devant la Cour européenne réclamer à la Cour européenne de dire aux États de mettre en œuvre les accords de Paris. Donc c'est ça qui est en jeu en fait derrière. Alors ce qu'on a en face, et c'est un des enseignements que je tire de ce rapport, mais ça va mériter des investigations complémentaires et j'attends beaucoup des journalistes d'investigation, c'est les raisons derrière les États. Pourquoi les États sont-ils poussés à mettre en œuvre des mesures aussi répressives ? On voit par exemple en Grande-Bretagne très clairement que une des législations qui menace les militants à l'heure actuelle, de 2003, elle est directement inspirée par les compagnies pétrolières. Dans les motivations, clairement, on a ça en fait. On voit que Shell, à l'heure actuelle, attaque Greenpeace, attaque les mouvements écologiques. On voit qu'en France, Total Energy fait la même chose. Donc, il y a derrière cette question le rôle que ces géants internationaux, industriels, de l'industrie du transport, du gaz, de l'énergie, des autoroutes, en fait, véhiculent. Et j'ai pas d'éléments de preuve, mais je m'interroge en fait sur cette connexion qu'on peut voir entre cette
cette répression des militants du climat qui protestent précisément parce que la planète va mal et qu'on va droit dans le mur, et ces grandes entreprises qui font des profits énormes et qui poussent les États à continuer à développer l'industrie polluante, à développer la recherche du pétrole et du gaz. Et donc, il y a une espèce de contradiction. Et donc, je m'interroge sur le poids des lobbies. Entendu et écouté. Je m'interroge sur le poids des lobbies en Europe qui arrivent à pousser les États à prendre des mesures aussi drastiques à l'encontre de militants non violents. Tom, est-ce que si on accepte ce diagnostic, cette proposition politique qui est de dire finalement face à l'inaction des États, voire même face à la manière dont les États encouragent la destruction des écosystèmes, il n'y a pas d'autre choix que d'entrer en désobéissance civile. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, malgré tout, en tant qu'activiste, militant et personne pratiquant cette désobéissance, est-ce qu'il n'y a pas un risque de s'aliéner une partie de la société ? Pour les raisons que vous évoquiez au tout début, c'est-à-dire que même si entre nous ici on peut être d'accord sur le constat que les forêts doivent être préservées, l'eau des rivières doit être protégée et la qualité de l'air améliorée, pour autant il y a manifestement beaucoup de personnes dans notre société qui ont beaucoup de mal à comprendre la désobéissance, le fait de ne pas respecter la loi. Est-ce que vous considérez que c'est un risque à prendre, tant pis, de se dissocier de ce reste de la société, ou est-ce que ça trace une limite qui fait qu'il ne faut pas aller trop loin dans cette désobéissance pour ne pas se retrouver trop minoritaire ? Personnellement, je pense que si on est touché personnellement dans les paysages qu'on connaît, dans le milieu de vie dans lequel on est, si on voit que ces lieux-là sont directement touchés par des modifications dues au fait de l'agro-industrie et de l'État, en fait, on comprend très vite pourquoi on en vient à la désobéissance civile. Et donc j'ai l'impression que si vous ne connaissez pas dans votre territoire un changement radical de vos paysages, effectivement vous ne comprenez pas beaucoup pourquoi on entre en désobéissance civile. Mais à partir du moment où ça vous arrivera, et ça va sans doute arriver parce que les méga-bassines vont s'étendre à d'autres territoires, le changement climatique va toucher d'autres manières les paysages, en fait, peut-être que ces personnes qui étaient contre la désobéissance civile vont en fait elles-mêmes entrer en désobéissance civile. Donc vous pensez que en fait, c'est l'expérience sensible, personnelle, locale de voir son immédiat milieu de vie détruit qui va étendre d'une certaine manière le nombre de personnes qui potentiellement pourraient vous rejoindre. Tout à fait. Moi je pense que la désobéissance civile elle est là pour arrêter la violence en fait. La violence qu'on fait à nos territoires et à la destruction des paysages qu'on a toujours connus. Et donc mettre son corps entre un tractopelle et le paysage qu'on a connu, en fait, c'est arrêter la violence, c'est pas la perpétuer. Et en même temps, on a bien vu que dans l'exemple des méga-bassines, les manifestations, leur répression, les procès qui ont suivi, puisque les organisateurs de ces manifestations de Sainte-Soline ont été condamnés par la justice, certains manifestants également. Ce qu'on a vu, c'est que concernant les enquêtes déposées contre les violences policières, ça n'a pas du tout encore avancé. Mais donc ça laisse quand même un paysage social, enfin un monde très clivé, encore très confrontationnel et très en désaccord. C'est encore très vif, quoi, finalement, ces blessures-là. C'est vrai. Mais en tout cas, pour la lutte contre les méga-bassines, nous, on multiplie localement aussi des actions qui ne sont pas du tout de la désobéissance civile. On fait des actions collectives, symboliques, on interpelle les élus, on informe en fait la population du territoire. Ça, c'est moins visible et on n'en parle pas parce que aussi la désobéissance civile permet d'amener le sujet à un niveau national. Et si pourquoi tout le monde sait aujourd'hui ce qu'est une méga-bassine, c'est aussi parce qu'on a utilisé des actions de désobéissance civile à un moment. Louisa, oui, justement là-dessus. J'aimerais interroger le rôle même du mouvement pour le climat. Quel est le rôle des activistes pour le climat ? C'est impossible d'apaiser nos sociétés sans passer par la casse-conflit. La paix sans conflit est une idée naïve, voire même un mensonge. Nous devons parler de ce qui est injuste, des discriminations, des causes de la souffrance. Sans ça, nous ne pouvons pas parler de paix, d'harmonie ou de cohésion. Concernant le mouvement pour le climat, c'est précisément notre travail de mettre en lumière ces divisions à travers le mouvement et les actions. Nous n'agissons pas pour que les divisions demeurent, pour que les gens restent séparés.
Nous agissons de cette manière pour montrer les différences et les dissensions afin de faire des choix. Montrer quelles sont nos priorités, comment l'on peut parvenir à la justice climatique, quelles lois sont bonnes et d'autres moins bonnes, comment on maintient la pression et comment on accélère le mouvement des réformes politiques dont nous avons désespérément besoin. Ce sont des enjeux majeurs qui méritent d'être discutés et sur lesquels parfois nous devons nous battre. C'est à mes yeux le rôle du mouvement pour la justice climatique de mettre en lumière ces problématiques. Comme ça, quand les gouvernants ou les médias nous accusent de créer de la division, on peut facilement leur objecter que les gens sont déjà divisés sur ces sujets et que nous reconnaissons les fractures en présence dans la société. Et c'est au gouvernement d'intervenir sur ces fractures, de permettre de retrouver de la cohésion, de proposer des solutions qui permettraient de prendre en charge les multiples opinions qui se confrontent. Et c'est précisément l'exemple de la faillite de nos gouvernements. Au lieu d'entendre et de reconnaître les dissensions, et d'opérer une médiation entre les parties prenantes pour proposer des solutions, les gouvernements désormais nous opposent que nous sommes des criminels, des extrémistes, que nous sommes le problème. Mais le réel problème, il est évident. Nos écosystèmes s'effondrent sous nos yeux et nous devenons étrangers à notre planète. Les gens meurent à cause du changement climatique. Donc le problème, je le répète, ce ne sont pas les divisions ou les tensions ou les questions d'activisme pacifique. Le problème, il vient des États, des politiques et des médias qui échouent à se mettre à la hauteur des enjeux auxquels nous devons faire face. Michel Forst, justement, pour conclure, vous formulez un certain nombre de préconisations et de demandes en réalité aux États. Quelles peut-être, mais au-delà de ces demandes, vous pouvez nous redire, mais quelles sont justement les solutions pour éviter que ceux et celles qui défendent l'urgence climatique soient traités en ennemis de la démocratie? Comment on fait? Parce qu'y compris, si on va dans une logique de criminalisation de plus en plus, les années passent, la crise climatique s'accélère, il y a là quelque chose d'assez vertigineux. Alors peut-être, en réaction à ce qui a été dit tout de suite, là, c'est vrai qu'en fait, on pointe beaucoup les jeunes militants activistes, les jeunes militants du climat, mais dans la pratique, à Sainte-Soline, il y avait des familles entières, des personnes âgées qui étaient là également à manifester. Dans les grandes manifestations d'Allemagne, c'est pas que les jeunes qui sont là. Moi, je suis frappé de voir que certains blocages de routes en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, sont le fait de personnes de 50, 60 ans qui s'allongent par terre avec les jeunes. Donc il y a une commencement de prise de conscience de la part d'autres parties de la population du fait qu'il y a une urgence qui est là. Et même si beaucoup ne s'engagent pas, ils voient les jeunes s'engager comme étant le fer de lance de quelque chose qui éventuellement est utile parce que ça préserve le futur. Et beaucoup de personnes âgées que je rencontre me disent au fond, ils sont là, ils s'engagent, ils transgressent la loi, ils affrontent la justice, mais ils le font pour une noble cause, parce que la planète qu'on leur laisse n'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendent. Donc, et on a une responsabilité, et donc, par délégation, en fait, on laisse les jeunes, en fait, s'engager. Alors, dans la première des réponses, encore une fois, j'incite, la première des réponses, c'est pour les États de mettre en œuvre les accords de Paris, tout simplement, et donc de réduire de manière massive les émissions de gaz à effet de serre, ce qui provoquera en fait au moins le sentiment qu'on a été entendu, et que donc les militants se diront notre voix a été entendue, elle va porter, et donc on est effectivement porteur d'une voix qui a pu être entendue. Et puis il y a des petites observations qui sont faites dans le rapport, qui précèdent en fait un rapport plus large qui va demander aux États d'en faire plus, et au système judiciaire d'en faire plus, et à la police d'en faire plus pour protéger les militants du climat. Mais encore une fois, la première des mesures, c'est mettez en œuvre les accords de Paris. Deuxièmement, aux États, mettez en œuvre les obligations qui naissent des traités que vous avez ratifiés et signés, y compris la Convention d'Aarhus, dont le mandat que j'occupe est en fait l'émanation. Et juste, dernière question, vous traitez beaucoup des pays européens dans ce rapport. La Convention d'Aarhus en question, elle rassemble plus d'États signataires. C'est un choix de parler juste, là, de se centrer juste sur la question européenne, parce qu'on peut se dire que dans d'autres États, y compris dans le Sud, dans le monde global et dans les pays du Sud, il y a depuis longtemps des militants qui sont assassinés pour leur engagement écologiste. Tout à fait, mais au-delà des quelques... voilà, ça couvre quelques pays européens, ce rapport. En fait, je reviens d'une consultation à Almaty, où j'ai invité les défenseurs d'Asie centrale à me rencontrer, des pays un peu répressifs qu'on connaît. Je serai bientôt dans les Balkans, puis ensuite en Europe orientale. Ensuite, je vais en Afrique et en
en Amérique latine, écoutez les militants du climat qui vont me dire la même chose. Et on sent que ce mouvement, en fait, qu'on voit beaucoup pointer en Europe, il est relayé. Et Fridays for Future, il existe en fait dans d'autres pays. Il existe en Afrique, en Amérique latine. Donc, et les méthodes non conventionnelles de militantisme utilisées à l'heure actuelle font florès dans d'autres pays. Et on voit les militants d'autres pays également s'emparer des mêmes méthodes avec la même demande aux États, mettez enfin en œuvre l'engagement que vous avez pris en 2015 à Paris de réduire massivement les gaz à effet de serre pour faire en sorte qu'on arrive en fait à transmettre une planète aux jeunes générations dans laquelle ils puissent vivre normalement. Merci beaucoup Michel Forst d'être venu sur le plateau de Mediapart. Merci à vous deux, merci Louisa, merci Tom, merci à Simon Moritz qui en coulisses a traduit nos échanges pour vous. Louisa, cette émission elle est en accès libre, elle n'est possible que grâce à vos abonnements, donc si vous le pouvez, abonnez-vous, à très vite sur Mediapart.